Bonsoir. Bonjour. 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 Nous sommes le Murmure. Oui, bonjour. Alors, je suis David Demartis et voici mon collègue Jérôme Martin. Enchanté. Nous sommes effectivement, nous représentons les éditions du Murmure, plus exactement. Maison d'édition qui a fêté maintenant ses 10 ans, il y a un petit peu moins de 6 mois. C'était ça a été un moment intéressant pour nous puisque on a failli mourir et en même temps il a fallu transformer la maison d'édition. C'est-à-dire au moins son approche esthétique. Il y avait déjà beaucoup de travaux qui étaient en chantier. Oui, en chantier. On attendait beaucoup. On aurait peut-être dû d'ailleurs le faire avant, hein, mais voilà, on est toujours là. En fait, on était arrivé, je pense, à une deadline totale par rapport à la maquette et puis par rapport à nos aspirations du moment, à savoir vraiment s'immiscer sur le champ des études culturelles, sur le comparatisme, sur la pop culture. Indépendamment d'une de nos collections, par exemple sur la poésie, qui restait quand même beaucoup plus classique, le reste avait vraiment besoin de faire peau neuve et du coup, dans les aléas économiques et l'envie éditoriale, il nous fallait vraiment pouvoir rebondir sur quelque chose afin de s'y retrouver. Et donc, effectivement, changement de logo, changement de couverture, une véritable pensée de fond sur notre envie et du coup sur ce qu'on avait envie de proposer au lecteur. Oui, c'est ça, hein, c'était rebondir ou mourir. Hein. Non, mais il y avait un peu de ça, hein, c'était à ce point, on en était là quand même. Et je trouve que c'est plutôt encourageant, même si on est encore un peu sous le coup de ce qu'on a pu vivre. Il faut quand même le reconnaître, quoi. On peut dire à peu près, je dirais qu'on a à peu près trois grands axes. Une collection poétique où on publie pour l'instant essentiellement de la poésie étrangère, contemporaine dans des ouvrages bilingues, d'auteurs, de poètes qui sont toujours vivants et surtout, dans la mesure du possible, qui n'ont pas été publiés en France. C'est déjà suffisamment compliqué sans avoir encore à demander des droits. Ensuite, là on commence à avoir une vingtaine de titres, dont certains qui marchent très bien. On dit toujours la poésie, elle est morte, ça marche plus. Enfin ça, je crois qu'il faut laisser ça pour les grands éditeurs qui ont depuis longtemps fait une croix de toute façon sur le secteur éditorial de la poésie. Mais je pense par contre pour des petits éditeurs et retrouver une certaine verve et un engagement dans le texte, c'est encore aujourd'hui au travers de la poésie contemporaine qu'on peut le retrouver, quoi. Oui, on veut défendre ça. Et en même temps, on veut le faire de manière très simple, sans tomber dans l'anthologie, quelque chose d'extrêmement lourd et rédhibitoire. Ça, on veut absolument l'éviter. Et c'est pour ça que dans la présentation des ouvrages, quand on a les invitations des auteurs, on le fait souvent à l'oral, en proposition. Je dirais, bon, bien sûr, on invite des gens, mais aussi dans des lieux qui nous permettent de toucher un public qui ne s'attend pas du tout à écouter de la poésie. Et en général, ça se passe plutôt très bien. Et on est loin d'avoir 5 ou 6 personnes. On a au minimum 35-40 personnes qui sont toujours là, qui écoutent pendant 1 heure, voire bien au-delà. Pendant les 10 ans du Murmure, on était très contents, on a fait venir un poète belge, on avait quasiment une centaine de personnes dans la salle. Et en plus avec la surprise, en fait, le côté super sympa, c'est qu'en définitive on avait invité des amis qui, entre guillemets, ne lisent pas du tout nos productions. Parmi donc ces potes et tout, il y avait des gens qui n'avaient jamais écouté ni lu de poésie et qui ont été vraiment enchantés, ravis de voir et d'écouter et de sentir qu'il y avait vraiment un message et une transmission. Ils sont tous retournés, enfin à chaque fois on nous a dit ouais, c'est génial, je pensais pas que la poésie c'était ça. Ouais, j'ai eu exactement les mêmes retours de mon côté. Oui. Et là c'était un gros trip, hein. Vraiment ouais, un des plus gros trips du Murmure, c'est du coup d'arriver à fédérer, fédérer des inconnus entre guillemets c'est chouette, mais fédérer des gens qui sont tous les jours pratiquement à côté de vous, qui ne sont pas vraiment branchés par la politique éditoriale et ce que l'on publie. Et là, d'un seul coup, ils disaient bah merde, c'est vrai, c'est pas mal ça.
Et ça, c'était une chouette soirée. Ouais. Je pense que la plus belle soirée, c'était finalement de réunir, si on peut le dire comme ça, si on doit se mettre un peu haut, plusieurs catégories sociales pour un même événement et que chacun l'apprécie. Parce que ça s'est fait très simplement dans la générosité. Et surtout, on voulait pas de la poésie piédestale, quoi. Ça, j'en voulais absolument pas, quoi. Je pense que ça a plutôt bien fait, quoi. C'était chouette. Le deuxième axe. Deuxième axe, on va dire que c'est un des premiers axes en fait, qu'on a étudié, c'est-à-dire le pendant universitaire. Ce qui nous a amené sur les rails de l'édition, puisque avec David on s'est rencontrés dans un centre de recherche en littérature à Dijon et pas là où vous pourriez croire. Oui. Et donc cette structure avait été une structure éditrice avec des ISBN. Et quand on a vu le travail qui était fait, nous étions totalement novices, hein, mais on s'est dit quitte à faire et quitte à apprendre le métier, enfin quitte à faire des livres, autant les faire bien. Donc c'est là qu'on a acquis notre premier logiciel de publication. L'université a tout pris en charge, on s'est formé et de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de demandes et en définitive peu de livres sortaient, quoi. Et David donc, a suivi la formation pour création d'entreprise. Tout s'est vite engagé et très vite on a eu des propositions d'universitaires. Le premier c'était la Bourgogne et la Pologne, donc une universitaire polonaise, enfin franco-polonaise, et qui avait fait une petite histoire, grande histoire des relations entre la Bourgogne et la Pologne. Et de l'immigration polonaise aussi, en fait, en Bourgogne. Alors il y en a peut-être moins que dans la région nord, on est d'accord, mais il y a quand même un gros bassin également en Bourgogne, quoi. Un gros bassin minier. À 30 000 immigrants polonais. Dans le bassin minier. Oui. Et du coup, donc, ça nous a mis le pied à l'étrier. Et donc, avec quelques connaissances, on a, à côté de cet axe, on va dire, universitaire, mis à côté donc ce qui constitue presque du coup le dernier axe du murmure, c'est des littératures beaucoup plus pointues, beaucoup plus charnues, de textes qui ont pour la plupart disparu, qui ont été abandonnés, mis de côté par des maisons d'édition souvent assez prestigieuses, et que l'on a ressorti par connaissance et tout. Donc des textes extrêmement très très ciselés, quasiment des récits, quoi. On n'est pas du tout dans le roman, on est quelque chose de l'ordre d'une prose poétique, on veut s'attacher. C'est vrai qu'on l'avait mis un petit peu de côté ça ces derniers temps, parce qu'il fallait s'attacher à tout l'aspect esthétique, les graphismes, les formations. On avait continué à publier pas mal sur la poésie, et là on était un peu en retrait, oui, sur la collection en dehors, puisque elle s'appelle comme cela, cette collection sur la littérature. On va attendre là d'avoir les prochaines maquettes pour redonner un souffle. Le souffle, exactement. Et c'est vrai que du coup en attendant, celle qui est la plus moteur dans notre maison d'édition, c'est effectivement la collection universitaire, tout ce qui a trait à la pop culture, aux études culturelles, au comparatisme. Bon, c'est très vivace et très vivant et très présent chez nous, parce qu'effectivement aussi on a le réseau et on a les connaissances qui font que on a des auteurs fous, universitaires mais fous, qui ont toujours une idée derrière la tête pour proposer des sujets qui sont un peu plus originaux que d'habitude, mais toujours sous couvert d'un véritable travail, je dirais pas de recherche, voilà. Oui, hein, c'est pas. Deux des ouvrages de la collection en dehors, hein, qu'on avait sorti. Donc ça, c'était l'anthologie de Jean-Claude Emery, qui n'était pas très connu pour son travail littéraire, mais qui est encore aujourd'hui connu pour son travail de traduction. C'est lui qui a amené en fait tout le théâtre naturaliste allemand de la deuxième moitié du XXe dans le domaine français. Le traducteur de Schmitt, de Thomas Bernhardt, entre autres, voilà, quoi. Et à côté de ça, il avait publié quelques ouvrages, quoi, hein. Nous, on les a récupérés puisque c'était des ouvrages complètement oubliés chez De Noël, et on les avait rescindés en un seul. Donc, vous voyez, c'est 650 pages, 4 bouquins, assommés, mais c'est vraiment de toute beauté. Et puis un autre ouvrage. Là, c'est aussi un roman social, un roman naturaliste, James T. Farrell, qui est très peu connu aussi en France. L'intégralité de ces ouvrages sont publiés chez Gallimard. On doit avoir le seul qui n'est pas publié chez Gallimard. D'ailleurs, il cherche à le récupérer. C'est un des très très grands écrivains américains. C'était un grand copain de Faulkner aussi et de Miller. Enfin, c'était
très singulier, quoi. C'est une écriture très moderne qui parle des hommes broyés par le système juste après la chute de la crise de 29, quoi. C'est vraiment, vraiment bien. Surtout pour les éditeurs. En plus, on est dans les messageries, donc on est vraiment dans quelque chose qui peut faire penser au circuit du livre, quoi. Et puis bon, vous voyez, hein, c'était les anciennes couvertures, si j'ose dire. Hein, voilà, c'est un peu terne. Voilà une nouvelle collection très rapidement. Ça n'a plus rien à voir. Hein. C'est d'aller le plus loin possible sur l'abord universitaire qu'on voulait développer en fait au départ. Qui était le deuxième axe. Oui, enfin disons que ça fait partie des 3 grandes collections. Ouais. Est-ce que c'était le troisième axe? Un littéraire, un poétique et un universitaire. Mais on veut s'éloigner de ce qu'on avait fait aussi au début, c'est-à-dire des choses un peu monographiques, ou même si on trop collectives. Ou des choses un peu arbrousse-poil comme Berlioz, Homme de lettres. Bon, ça nous semblait au fur et à mesure un petit peu intéressant, quoi, mais voilà, un peu tiède alors qu'on voulait que ce soit glacé, soit brûlant, quoi. Donc je pense que ça a été un travail de 2 ans qu'on a mené aussi avec les universitaires et avec les graphistes pour arriver justement à cette forme aboutie et puis à cette symbiose. Hein. C'est toujours la difficulté, hein. Le livre c'est un objet qui est quasiment alchimique, quoi, hein, puisqu'on ça doit se répondre, quoi. Et je pense que là on est quand même sur une bonne voie, quoi. Alors c'est le début des nouvelles collections et du graphisme global que va prendre le Murmure. Et celle-ci est peut-être la plus dynamique, quoi, hein, pour pas dire la plus coup de poing, quoi. Bon, rassure les lecteurs, hein, ce ne sera pas tout le temps jaune comme ça. Pour le borderline, oui, la couleur est décidée, on veut s'y tenir et tout. Parce qu'effectivement, sur le chemin, au gré des salons, on s'aperçoit qu'effectivement la couleur est percutante. Alors on la déteste ou on l'adore, mais du coup elle ne laisse pas indifférent. Donc le reste des collections effectivement sera décliné à peu près sur le même système en changeant les aplats de couleurs et tout. Mais cette collection héritière justement de nos collections universitaires maintenant se présenteront pour la plupart sous cette forme-là. Donc comme on l'a dit, le propos c'est d'être intelligent, mais c'est d'être aussi audible par le grand public. Donc on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas forcément que des termes techniques. Et on compte aller aussi loin que notre imagination, je dirais débridée, nous le permet, quoi. Et puis surtout, ça laisse quand même la bride complètement lâchée avec un certain nombre de personnes avec qui on travaillait. Et on avait vraiment envie d'ouvrir les champs, quoi. On se sentait vraiment frustré, quoi. Et puis d'aborder un certain nombre d'éléments de loisirs, de faits sociaux, qui nous nourrissent et qui font partie intégrante de notre culture, quoi. Et qui, à mon avis, sont quand même plus ou moins délaissés. Alors on le voit aussi au travers de quelques publications de ce qu'on appelle les pop culture, hein, qui sont quelque part un petit peu aussi des héritières des littératures comparées, hein, quelque part, hein, mais c'est surtout de travailler sur la thématique. C'est d'abandonner quelque part traditionnellement le personnage sur lequel on allait voir toutes les études autour de lui. Non, c'est la thématique qui nous intéresse. Et à partir de là, le champ est immense, quoi. Donc là, on en a sorti 4 d'un coup, un peu coup de poing pour montrer un peu aussi ce qu'on voulait faire, la transformation aussi par rapport au Murmure. Comme on vous l'a dit, on voulait aller au bout de l'affaire pour pas laisser indifférent, on aime ou on n'aime pas, point barre, mais au moins on se souvient. Je peux peut-être commencer à présenter une esthétique de l'éjaculation qui a été réalisée donc par Antonio Dominguez Leiva, qui a déjà publié chez nous le feuilleton road movie Sexopium et Charleston sur la vie des surréalistes, hein, et des dadaïstes. Ou plutôt l'inverse, dans le sens chronologique. Il a contribué aussi à d'autres ouvrages comme Le Supplice Oriental, Délicieux Supplice, voilà quoi, hein, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, et qui là nous reprend en fait un des grands tabous qui est toujours vivant, en tout cas pour l'homme, ça on le voit bien même sur les salons, sur l'éjaculation, et on voit aussi le parcours de cette thématique au travers du temps. Comment c'était une forme d'humiliation militaire dans le Japon médiéval, et comment aujourd'hui c'est quelque chose qui, avec la société de consommation, est, je dirais, complètement galvaudé, et pourtant qui garde complètement son caractère de tabou, quoi. Sur la puissance de la jouissance masculine, elle n'est pas encore du tout, à mon avis, et c'est ce que dit aussi Antonio, assumée.
complètement autre chose pour les femmes, quoi. Ouais, tout en prescrivant en plus l'idée que le seul moyen, dans toutes les versions porn et tout, que l'éjaculation est le seul moyen de prouver qu'il y a jouissance, alors que effectivement pour la femme, qui est une grande simulatrice dans l'âme, en fait, Excusez. donc peut cacher ou, je veux dire, arborer justement cette jouissance et cet orgasme. L'homme ne peut, je veux dire, faire semblant. S'il n'éjacule pas, il n'y a pas de jouissance. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle est toujours apparente et souvent abondante d'ailleurs, pour montrer qu'il y a un véritable plaisir. Donc là, bien sûr, on aborde beaucoup de thématiques aussi érotiques, c'est vrai. C'est quand même assez borderline, la collection. Bon ben voilà, c'est son nom, elle porte bien. On a d'autres choses qui sont moins érotiques, si j'ose dire, moins érotiques, mais en tout cas, comme en fait cette incursion en plein jeu, quoi. Donc là, c'est le grand jeu GTA, Grand Theft Auto, qui a un peu révolutionné le monde du jeu vidéo en ayant un monde complètement ouvert où on choisit, je dirais, ses propres missions. Et comment en fait l'auteur Samuel Archibald, qui est québécois, va analyser lui sa propre façon de jouer et en fait de s'apercevoir de sa relation à la liberté et au jeu par lui-même. Alors il pourrait la concevoir au travers de jeux qui conduit bien souvent aux pires exactions, on tue tout le monde, on a des armes illimitées, ce genre de choses. Ou finalement c'est pas là où il a la plus grande force d'émancipation et de construction de l'imaginaire, quoi. Et il définit en fait que même dans le monde le plus ouvert, il faut quand même des règles pour que le jeu puisse produire en fait ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire l'évasion et la liberté la plus totale dépend de règles qui sont plus strictes qu'on l'imagine, quoi. C'est par ce biais-là qu'on arrive à ce texte-là, quoi. À toi, mon cher Jérôme. T'es sûr bien passé. J'ai l'impression d'être les frères Bogdanov. Donc Artisphere. C'est chouette. Et donc Frédéric Toudor sur la pierre, et donc est une universitaire qui fait partie justement un petit peu, enfin c'est l'illustration un petit peu de notre d'une des victoires du Murmure, c'est en fait d'amener justement des auteurs qui font partie d'une génération de comparatistes. Alors certes vraiment très au point, enfin très en relation avec les études culturelles anglo-saxonnes, mais qui ont encore des études assez quand même classiques. Et il y a toute une génération entraînée par une jeune garde comme Antonio Dominguez ou Sébastien Hubier, qui donc a fait les 12 fessées, que l'on verra après. Ils ont emmené dans leur sillon toute une génération de professeurs déjà établis, donc de professeurs et pas de maîtres de conférences, sur le sillon des études culturelles et surtout la pop culture et sur des sujets un peu plus trash. Alors certes, Frédéric Toudor sur la pierre n'a pas étudié sur l'érotisme là, puisque le livre en question est art, donc sur l'art et peur, donc sur l'art de la peur et comment utilise-t-on ce sentiment pour transmettre une idée et un postulat à l'intérieur d'un film, à l'intérieur d'une œuvre littéraire, à travers l'art et tout. Ou par extension pour la culture. Et voilà. C'est beaucoup plus problématique. Et donc tous ces mécanismes qui sont inversés systématiquement, et quels sont les ressorts de cette utilisation en fait je me répète, mais à travers justement les arts. En fait c'est assez difficile à expliquer parce que tout est vraiment toujours je veux dire intimement lié et les ressorts s'inversent systématiquement. Donc du coup c'est ce qu'elle explique, comme l'histoire d'Hitchcock qui essaye justement de produire un effet total de terreur dans ses premiers films, et qui en définitive se retrouve totalement pris à son propre piège, ne provoque pas exactement l'idée de départ, mais amène toute une idée de suspense au lieu de la peur terrifiante qu'il avait estimé poindre à l'intérieur de son œuvre. Je te laisse présenter aussi 12 fessées. Et donc le dernier des nouveau-nés, écrit par Sébastien Hubier, qui est aussi un grand fou
Ils vont être contents. Ouais, non, mais ils sont prévenus déjà. Donc, qui lui aussi, au murmure, a publié donc l'érotisme à l'âge bourgeois, qui a aussi contribué au délicieux supplice, et qui donc a qui est comparatiste, avec une culture assez classique en définitive à la base, et donc qui est spécialiste des Lolita. A donc décidé de nous faire un petit récit, un petit essai sur les 12 fessées et le plaisant de caresse. Alors du coup le titre pour là résume parfaitement le propos. Comment le décrire facilement, t'as une idée? Je dirais en deux mots, c'est déjà un tout petit historique de la pratique, et puis surtout finalement cette nuance extrêmement faible dans les jeux érotiques entre la punition et le plaisir. Ça c'est... Vous voyez, hein mesdames. Voilà, finalement c'est sa conclusion quoi. Ça c'est pas sans être trop éloigné de ce qu'on avait déjà fait, mais dans un ouvrage beaucoup plus lourd sur le délicieux supplice ou le supplice oriental quelque part, hein, qui sont des notions qui sont occidentales par l'érotisme, alors qu'elles sont beaucoup plus culturelles chez les Asiatiques. Alors qu'en Occident, généralement, la punition, enfin, je veux dire, la douleur est le corollaire de la punition. Alors que dans la culture asiatique, c'est pas aussi direct, tautologique. Donc ça, évidemment, c'est la première bordée de Borderline. Arrive normalement avant l'été, pour être assez large et se laisser un petit peu de marge de manœuvre au cas où il y ait quelques retards dans les relectures et dans le choix des titres, puisque pour l'instant effectivement on s'attache à véritablement faire attention aux titres des volumes pour que ça soit à la fois le plus parlant mais aussi le plus en relation avec justement le propos. Donc au menu de l'avant-mai, enfin de l'avant-juin, il y aura donc quelque chose... On commence par lequel? On va commencer par les Sexy Teddies. Donc voilà, c'est par exemple un des titres qui pour l'instant est encore en réflexion. Donc sur... le fétichisme des ours en peluche. En gros, ouais, en résumé, c'est ça. Résumer, et voilà. Sur du coup l'érotisation et l'éveil sensoriel des jeunes filles surtout, puisque c'est mis en relation avec ce double axe. Après donc en plat de résistance, nous aurons le Snuff Movie. Le Snuff Movie, donc attention, ça va être du sérieux. Donc ça on l'attend avec impatience, celui-ci aussi. Par un auteur québécois encore. On va beaucoup chercher. Apparemment, il y a un grand vivier qui nous tend les bras et nous en sommes heureux. Donc pas grand chose à résumer du coup sur le Snuff Movie, ça parle tout seul. On vous laissera. Et donc en dessert, du coup après le Snuff Movie, vu du coup le propos à la fin, donc nous finirons sur les zombies. Avec un titre qui est encore en demeure. Moi je suis très axé sur... Enfin j'ai une idée, mais faut que j'arrive à convaincre les autres, mais on verra. Exactement. Mais ce sera la thématique, ce sera le zombie. Voilà, sur le zombie. Et puis un petit café gratuit le café gratuit du restaurateur. Donc un gros pavé qui est pour la rentrée normalement sur la figure de Messaline à travers l'histoire. Pavé de 700 pages qui sera réalisé par Antonio Dominguez. Encore lui. Et Messaline, ce n'est autre que la figure de la prostituée. Voilà, une grande histoire de la prostituée à travers les mythes et la réalité de l'histoire. Merci.